Bonjour à tous. Dans cette dernière séquence de l'université d'hiver, donc nous allons essayer de jouer l'université dans l'université. Alors quelques mots sur ce projet d'université dans l'université. Ce projet est né du constat d'un parallélisme entre l'université d'hiver de la formation professionnelle et l'université qui forme les managers de la formation. Alors l'université d'hiver de la formation professionnelle, nous venons de le vivre tous sous la férule de Centre Info. C'est un lieu d'échange, de partage et de co-construction des pratiques et des références de la formation professionnelle continue qui vont nous guider tout au long des 2 années à venir. C'est un vrai challenge. Et l'université qui forme des managers de la formation, c'est la mise à disposition de modalités formatives qui sont de 3 ordres, qu'on a évoquées hier d'ailleurs dans les problématiques d'acquisition des compétences. D'un côté, l'ouverture, la déstabilisation, de l'autre côté, la réflexion, mais au sens de miroir, réflexion par rapport aux pratiques. Et puis la 3e dimension, c'est la construction ou la co-construction. Et donc, depuis 2 jours, avec vous, à vos côtés, parmi vous, immergés dans les tables rondes et dans les ateliers, vous avez donc nos 15 collègues du Master Management de la formation qui sont aux 2 tiers de leur parcours. Ils vont terminer au mois d'avril 2016. Donc, ils ont pris des notes, ils ont fait des synthèses, ils ont tweeté. Alors, ils ont collaboré avec les journalistes de Centre Info, avec les chargés d'études. Ils vont contribuer aux synthèses finales. Mais là, pour aujourd'hui, ils ont préparé une première synthèse, des premiers éléments, un premier regard, un premier feedback autour d'un thème clé qui est l'un des 3 thèmes de notre université d'hiver, c'est celui de l'innovation. Car dans un contexte de transformation accrue et renforcée, l'innovation fait le lien entre performance et compétence, entre compétence et performance. Et l'innovation, on le sait tous, c'est une combinaison de ressources. Ça permet de répondre à des situations nouvelles, à des questions qui se posent, et pour lesquelles on n'avait pas de réponse toute prête. Mais l'innovation, ça s'étudie et puis ça se transfère, parce que ça doit impulser d'autres pratiques. Donc voilà, donc vous allez intervenir tous les 3 sur 3 thématiques que vous avez identifiées. Alors Cécile Lalanza, vous allez intervenir sur l'expérience formative, thématique qui traverse les travaux de cette université. Puis Isabelle Petit-Cuba, votre thème c'est le cadre collectif au service de l'individu. Et enfin Philippe de Bruyne, vous terminerez avec la formation, ou plutôt l'écosystème de la formation. C'est l'approche systémique. Ces 3 thématiques ont beaucoup traversé l'ensemble de nos travaux. Donc je vous laisse la parole. Soyez cool. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pardon. Donc mes collègues et moi-même sommes ravis de vous proposer notre synthèse en clôture de ces 3 jours particulièrement riches, car c'est vrai que nous intervenons en tant qu'étudiants et nous sommes également des professionnels travaillant de manière directe ou indirecte dans l'univers de la formation. Donc nous sommes donc la preuve vivante que l'articulation entre formation continue, parcours certifiant et partenariat tissé entre différents acteurs de la formation, ça existe. C'était le petit préambule que je voulais faire. Le premier sujet, comme l'a dit Anne de Blinière, que nous avons retenu, que nous avons retrouvé dans la majeure partie des ateliers et des tables rondes, porte sur l'expérience formative. Nos constats, c'est que les cadres formels et informels doivent coexister et s'équilibrer pour répondre à des logiques d'apprentissage qui sont en train d'évoluer. Alors, plusieurs constats. Déjà, les modes pédagogiques doivent être plus ouverts et s'articuler entre situations formatives et situations de travail. C'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup. Également sur le fait qu'il faut multiplier les possibilités d'apprentissage sur des temps courts,
en situation de travail, toujours, et rendre disponible en mode pull plutôt qu'en mode push les ressources pédagogiques sans présager l'usage qu'on en fera en fait en toute liberté. Autre constat, c'est prendre en compte la tendance à l'internalisation de la formation en accompagnant la qualification des acteurs formateurs. Autre chose qui est ressortie de manière aussi assez commune, c'est l'accompagnement du apprendre à apprendre pour développer l'autonomie dans les apprentissages. Et puis, on s'est aperçu également dans les constats que l'intégration de la digitalisation est indispensable, mais il s'agit d'une aide et non pas une réponse pédagogique à proprement parler. Voilà pour cette partie constat. Derrière ça, effectivement, plusieurs enjeux. Le premier étant de développer l'appétence formative, quelle que soit la raison, la motivation, c'est-à-dire la capacité d'auto-apprenance, qui est une véritable compétence clé, qui devient l'affaire de tous. Alors tous, c'est les RH, les managers, les formateurs, les salariés. L'expérience d'ailleurs de Simplon, présentée mercredi pour ceux qui étaient présents, illustre bien cet enjeu. Je reprends les propos. Quand je suis capable d'apprendre, tout seul, les autres le sont aussi. Parmi les enjeux également, c'est développer l'appétence collaborative pour savoir travailler avec les autres. Une capacité transversale dont on a vu qu'il était possible de la détecter dès le recrutement. Parmi les enjeux encore, la valorisation, la validation des acquis. Beaucoup d'échanges dans les tables rondes et dans les ateliers sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui prendre en compte la formation initiale, bien sûr, mais également l'expérience professionnelle, la formation continue, l'apprentissage informel et l'apprentissage en situation de travail. En fait, il s'agit de capitaliser sur toutes les expériences de vie comme situation apprenante, même si toute situation professionnelle, attention, n'est pas forcément apprenante. Et enfin, ce que l'on a eu également, ce qu'on a vu en fil conducteur comme enjeu, c'est viser la transférabilité des compétences, avec au final, bien sûr, l'employabilité, dont là encore les compétences transversales sont vraiment beaucoup ressorties, compétences transversales qui représentent l'un des piliers de la performance de l'entreprise, on l'a vu, tout en restant vigilant sur cette responsabilité dont le salarié n'est bien évidemment pas le seul porteur dans la sécurisation de son parcours. Alors, pour libérer des espaces pour l'individu, il faut construire des cadres pour le collectif, et c'est ce que je vous propose d'aborder avec Isabelle. Donc, 3 constats ont été notés. Tout d'abord, un changement des modes d'organisation et de consommation, notamment lié à l'explosion du digital, un besoin croissant de l'efficience de la formation, enfin, l'importance des compétences transversales des collaborateurs, qui est un des facteurs clés de performance. Par exemple, l'agilité, la capacité de collaborer, travailler ensemble, communiquer. Cela nécessite de partir sur 2 types de formations. Le premier, des formations courtes ou micro-modules adaptés que l'individu ou le collaborateur ira chercher quand il en aura besoin au moment opportun. Par ailleurs, le digital ouvre de nombreuses perspectives dans ce champ-là. Le deuxième, des parcours de formation qui tentent à s'individualiser, se personnaliser et qui prennent en compte les différentes étapes et les différentes modalités de ces espaces-temps différenciés. Le besoin de co-construire entre les acteurs de la formation, des acteurs économiques, des institutions et les partenaires sociaux devient dès lors essentiel, ainsi que celui d'accompagnement pour donner du sens. Pour revenir sur la notion d'apprendre à apprendre, on relève que le développement de l'autonomie de l'apprenant est un facteur clé de réussite des parcours et permettra d'anticiper les problématiques d'obsolescence des compétences. Récemment, on constate un déplacement des curseurs vers de nouveaux modes d'apprentissage. Par exemple, des productions collaboratives sont capitalisées, la résolution de problèmes par une communauté de réseau dans des approches connectivistes, l'internalisation de la formation qui s'appuie sur les valeurs de l'entreprise et son savoir-faire pour faire du sur-mesure. Enfin, une reconnaissance accrue des formations en situation de travail. On va oser, on va tester, expérimenter,
On va autoriser à commettre des erreurs pour apprendre de ses échecs et sortir de l'unique « apprendre à réussir ». Tout ceci s'appuie sur une multitude de ressources pédagogiques afin de créer un écosystème d'apprenance. Si elle doit favoriser cet écosystème, la formation ne procède pour autant pas d'elle-même. Au service de la sécurisation des parcours des salariés et de la compétitivité des entreprises, elle doit s'insérer dans un système économique, social et politique et dans ses différents territoires, du bassin d'emploi à l'Europe, en passant évidemment par le niveau structurant des régions. Et pour construire ce système, les acteurs de la formation professionnelle doivent tisser des partenariats à la fois entre eux et avec les autres acteurs dans leur diversité. L'atelier sur la place de la formation dans la maîtrise des risques a singulièrement souligné le rôle de la médecine du travail et du CHSCT, non seulement autour du lien formation-santé au travail, mais sur des enjeux tels que l'illettrisme, par exemple. Le premier levier de cette logique de partenariat, c'est donc déjà de décloisonner la formation au sein même de l'entreprise, dans le cadre d'une stratégie RH de management général des compétences, comme l'a indiqué la table ronde « Manager les compétences pour une performance sociale et économique ». Mais cette stratégie suppose un changement de modèle de management qui, de participatif, doit devenir plus collaboratif. Il n'en reste pas moins que, notamment pour les emplois que Bernard Mazingue a définis comme ordinaires, par opposition aux emplois stratégiques et cœur de métier, la sécurisation de leur parcours nécessite aussi que des réponses soient initiées au niveau des territoires. Le Conseil en évolution professionnelle est un élément de cette réponse et l'atelier sur les régions au cœur des réformes a salué le travail réalisé par le service public régional de l'orientation pour développer des méthodologies d'intervention communes aux 5 opérateurs du CEP. Mais les territoires sont aussi le lieu de réponse offensive et anticipatrice autour de l'articulation emploi, formation, développement économique. De tels retours d'expérience ont été nombreux, très nombreux, dans les différents ateliers, qu'ils viennent de l'Éducation nationale, pour les campus des métiers de l'Académie de Rouen, des partenaires économiques et sociaux, pour le Conseil de développement du Pays basque, ou des collectivités elles-mêmes, comme l'a rappelé la vice-présidente de notre région haute. Le fil rouge de ces expérimentations, diverses, foisonnantes, dont certaines sont anciennes, est de sortir du cadre de la formation, de dépasser les frontières et de créer des communautés institutionnelles ou de projets où se mêlent formateurs, experts, labos de recherche, acteurs du développement économique et autres forces vives du territoire. Les travaux des observatoires des branches y sont aussi largement mobilisés. Des logiques similaires de réseau sont d'ailleurs aussi à l'œuvre dans les filières et les branches comme l'éolien ou la plasturgie, et notamment lorsque l'enjeu est de former aux métiers de demain, transition numérique et transition énergétique oblige, dont par construction, les référentiels ne sont pas encore stabilisés. La perspective est alors de cultiver l'innovation. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Vous nous l'avez rappelé en citant Saint-Exupéry. Ce sont également les organismes de formation qui, notamment dans les bassins d'emploi les plus ruraux, construisent des partenariats pour devenir des assembleurs de solutions RH qui ne relèvent pas toutes de la formation. Mais alors, il faut un langage commun qui pourrait naître de la rénovation des référentiels autour des blocs de compétences. Traduisant en effet les référentiels d'enseignement en référentiels de compétences, ils sont, selon l'expression de Franck Giuliani de l'Université littorale Côte d'Opale, le nouvel espéranto qui fait bouger tout le système. Une dynamique de croisement entre logique professionnelle et académique que l'on retrouve pleinement dans les campus des métiers, considérés comme un modèle d'articulation entre action et acteurs. Et l'argent dans tout ça. S'il y a bien innovation, c'est qu'on a finalement peu parlé tuyauterie dans cette 14e université d'hiver. Et quand vous en avez parlé, c'est aussi sous l'angle des partenariats, les OPCA permettant d'allier articulation des acteurs et complémentarité des financements. Enfin, ces dynamiques, ces innovations, ces expérimentations doivent être soutenues et capitalisées. C'est le rôle de la gouvernance, pour laquelle la réforme a institué le quadripartisme. On voit bien que sa logique est conforme à la nécessité de coordonner l'ensemble des parties prenantes dans le pilotage du système et les arbitrages à réaliser. Vous avez de ce point de vue distingué une gouvernance de projet, à la fois plus informelle, plus ciblée, mais qui nécessite un pilote identifié, et une gouvernance institutionnelle,
où la question du chef de file est parfois posée, mais dont les réponses nécessitent sans doute le temps que l'ensemble des acteurs s'organisent, notamment au niveau des territoires. La DGEFP a rappelé en atelier, je prends peut-être un risque avant l'intervention de Karine Chevrier, qu'avec la réforme, nous étions passés d'un contrôle légal à la confiance multipartite, chacun dans ses responsabilités, mais aucun ne pouvant rester dans son précaré. Un système qui fait le pari de la confiance, n'est-ce pas un signe tangible d'innovation? Dans ce système, le rôle des professionnels de la formation change de nature. Nous nous y formons, grâce, chère Anne, à l'Executive Master que vous pilotez avec Mathilde Bourda. Mais à Biarritz, nous avons beaucoup appris de vous. Alors, merci à Centre Info pour ce partenariat, et merci à vous tous pour ces 3 jours et pour votre attention.